Bon, on va commencer cette nouvelle séance sur les traitements d'images par EDP. Donc, on a vu jusqu'à maintenant le filtrage isotropique et anisotropique. Le filtrage isotropique réalisé par l'équation de la chaleur et le filtrage anisotropique réalisé par l'équation de Perron-Amalik et les équations de Wickert. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle EDP qui fait le traitement d'image. Et c'est une famille de DP qui sont dites équations morphologiques. D'accord? Alors, la morphologie, bon, c'est une théorie mathématique. Donc, il y a les filtres morphologiques puis les EDP morphologiques. La morphologie, en fait, c'est un ensemble de techniques mathématiques qui font du traitement d'image en se basant sur la forme des objets. Initialement, c'était proposé pour des images binaires où les objets sont soit une région noire sur un fond blanc ou inversement. Et donc, le traitement se fait sur le bord des objets. Et par la suite, ce genre de techniques ont été étendues aux images au niveau de grille. On va par exemple sur ce document, un document qui contient du texte. Ça, c'est le input, c'est l'image avant le traitement. Et ça, c'est après traitement morphologique. Et on voit que si on choisit cette partie-là de l'image, on voit que les formes, d'accord, les formes de l'objet ont été traitées, ont été changées. Par exemple, il y avait ici, par exemple, des trous. Les trous ont été remplis. D'accord? On peut voir aussi l'effet de, comment dire, escompté des méthodes morphologiques sur cet exemple. C'est la forme de la main. Et on voit que les bords sont très, très irréguliers. D'accord? Et l'idée, c'est d'arriver à trouver un traitement qui permet d'avoir des formes régulières. Donc, initialement, c'était sur les formes, sur les bords des objets, des images binaires, et ensuite, on étend ça aux images au niveau de grille. Maintenant, on va aussi, on prend un zoom, une partie de l'image, et on voit comment cette courbe très irrégulière a été rendue régulière après un traitement morphologique. Maintenant, c'est quoi la relation entre un traitement qui se fait sur des courbes avec un traitement qui se fait sur les images? La relation est la suivante. En fait, on peut voir l'image comme un ensemble de courbes et qui sont dit les courbes de niveau. Vous avez une fonction, l'image c'est une fonction, d'accord? L'image c'est une fonction U. L'image c'est une fonction U, oméga R2. Euh, Par exemple, dans les images discrètes, l'ensemble des valeurs possibles, c'est de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 255. On peut considérer les ensembles, par exemple pour la valeur de niveau de grille k égale à 0. Je peux considérer tous les pixels, x dans oméga, bon, x dans oméga dans R2, donc les composantes sont x1 et x2, telles que u de x est égal à 0. Ça définit un certain ensemble que j'ai appelé gamma 0. D'accord? Et je peux faire ça pour toutes les valeurs possibles de K. Et donc, je peux définir la famille gamma de K, avec K en ensemble de 0 jusqu'à 255. Et cette famille d'ensembles, et espérons que, disons que idéalement, ces ensembles sont des courbes, ou bien quand ces ensembles sont des courbes, cette famille de courbes est une représentation de l'image. Donc, si je connais l'image, je peux déterminer l'ensemble de courbes, qui sont dites courbes de niveau, ou bien level sets. Et si je connais l'ensemble de courbes, je peux déterminer l'image. Et si ce qu'on voit sur la figure, par exemple, cette courbe-là, ça correspond à une certaine valeur de niveau de degré. Ça peut être par exemple 150, 250, ce que vous voulez.
D'accord? Bon, l'ensemble des niveaux, ça peut être une réunion de courbes. Par exemple, si je prends l'ensemble des niveaux 100, ça peut être une courbe là, avec une autre courbe ici. Et la réunion de toutes ces courbes, ça forme l'ensemble de niveau 100, par exemple. D'accord? Donc voilà, donc l'image, elle peut être représentée par un ensemble de courbes. Et donc on peut essayer de concevoir un traitement qui se fait sur les courbes et qui va donner un traitement équivalent sur l'image. Donc je vais expliquer ça. Enfin, je vais expliquer ça un peu plus tard. Il y a un certain nombre de chercheurs qui se sont penchés sur certains types d'EDP dites morphologiques qui agissent sur les formes. Ils ont montré que ils ont posé un certain nombre d'hypothèses qui doivent être vérifiées par les équations morphologiques. Ils ont montré que la forme générale du EDP qui satisfait ces hypothèses-là est celle-là. Donc, la variation des équations d'évolution, dI sur dt, c'est une fonction qui dépend de la courbure, qui dépend de t, et multipliée par la norme du gradient. Alors, ça veut dire quoi la courbure? Ça veut dire que vous avez l'image, je prends un point quelconque x, je prends la courbe de niveau qui passe par ce point. Par exemple, si u de x, bon, je prends le point x0, je vais l'appeler ça x0, d'accord? J'appelle ça x0. Je calcule u de x0, je trouve une certaine valeur, supposons c'est 100, je vais dire 101, pour que ça soit rond, et je vais considérer la courbe de niveau 101. Ça va donner toute une courbe, et bien sûr, ça passe par x0. Et comme j'ai une courbe, je peux calculer la courbure. Vous connaissez cette définition de la courbure. La courbure en ce point-là, je prends le cercle qui touche cette courbe, je prends le rayon, R, la courbure ρ, c'est 1 sur R. Et donc, quand disons, la courbe elle est très courbée, entre guillemets, la courbure elle est très importante parce que le rayon est petit. Quand la courbe est plutôt droite, d'accord, le rayon devient très grand et donc la courbure est très petite. Et donc, on peut voir ça comme je fais évoluer l'image et quand on dit dI sur dt, c'est la variation, d'accord? C'est dI sur dt, c'est la variation de u par rapport à t. C'est-à-dire que c'est la variation de l'intensité par rapport à t. Et bien sûr, on peut voir ça pixel par pixel. On peut raisonner en termes de pixels. Donc, je peux lire cette équation en disant, en chaque pixel, la variation de l'intensité par rapport à t est égale à une fonction qui dépend de la courbure, et qui dépend de t bien sûr, multipliée par la norme du gradient. Donc, quand le point x appartient à une courbe dont la courbure est élevée, la variation est élevée. Voilà. On peut montrer, pour avoir quelque chose comment dire, une formule qui soit facilement manipulable, on peut montrer que si U appartient à C2, la courbure, elle peut être calculée explicitement comme la divergence de gradient de U divisé par la norme du gradient. Et parmi la famille de méthodes qui ont d'EDP qui ont cette forme-là, les équations morphologiques, il y a deux équations qui sont d'un intérêt particulier, qui sont le MCM, Mean Curvature Flow, ou bien le mouvement par courbure moyenne, et le mouvement par courbure affine. Et bien sûr, ça correspond à des choix particuliers de la fonction G. Si je prends une fonction G qui soit indépendante de t, dans un premier temps, et par exemple ici, vous avez G de x, xt, G de xt égale à x. Là, G de xt est égal à x puissance 1 sur 3. D'accord? C'est pas x, c'est pas le pixel, hein, donc je vais remplacer x par une autre variable. Je vais dire z. Ici, u de zt est égal à z. Donc, pour les choix particuliers de G, on a deux équations très particulières et très populaires, parce qu'elles ont donné des résultats très intéressants.
On a le mean curvature flow, or mean curvature motion, and a fine curvature motion. Voilà. Donc, commençons par le mouvement par courbure moyenne, mean curvature motion. OK? Si on revient en arrière sur l'équation de la chaleur, on peut montrer, vous pouvez faire ça à titre d'exercice, que le Laplacien est invariant par changement de base, en fait orthonormal. Autrement dit, si vous avez dans R2, mais c'est valable aussi dans Rn. La démonstration n'est pas compliquée, enfin, elle est plutôt facile. Si vous avez un repère XY, bien sûr, la base c'est E1, E2, d'accord? Et je peux calculer le Laplacien comme delta U est égal U de XX, U de YY. D'accord? Si on change de repère, enfin, on change la base et on considère une nouvelle base. Par exemple, θ, xi. Peu importe l'origine, hein, donc c'est une transformation, enfin le changement c'est une transformation vectorielle, hein, par fil. Je calcule le Laplacien, c'est un changement de variable, hein, donc je calcule, bon, vous avez une nouvelle base, vous avez une nouvelle coordonnée, je calcule le Laplacien dans cette nouvelle base, et bien le Laplacien ça va être aussi défini par, je vais l'écrire ici, delta U, c'est toujours U de θ plus U de xi. Ça, c'est la définition du Laplacien. C'est la somme des dérivées secondes par rapport à toutes les variables. Eh bien, on peut montrer que dans la nouvelle base, delta c'est U de xi plus θ, c'est égal au Laplacien dans l'ancienne base qui est égal à U de xx plus U de YY. On peut faire la démonstration en type d'exercice. Donc, cette équation de la chaleur, on peut voir l'équation de la chaleur comme la juxtaposition de deux équations, ou bien la somme de deux équations. C'est comme vous avez une force, c'est comme si vous avez une force qui est la somme de deux forces. D'accord? Quand on dit une force, c'est une force qui va changer l'intensité du pixel. Voilà, donc vous avez une première force qui est dans cette direction, une deuxième force qui est dans cette direction. La direction est la direction xi. Et donc, c'est comme si vous avez deux équations, du sur dt est égal u eta, et du sur dt est égal u xi. Comme on l'a dit la première fois, parmi les défauts, bien le défaut principal de l'équation de la chaleur, c'est qu'elle rend l'image floue. Et pourquoi elle rend l'image floue? Parce qu'elle fait un lissage. C'est quoi la différence entre une image floue et une image nette? La différence se voit et se constate au niveau des contours, au niveau des bords des objets. Quand il y a un passage clair et net et comment dire sharp entre deux régions, ça se voit sur le bord. D'accord? Maintenant, comme l'équation de la chaleur, elle fait le lissage le long du bord, alors ça veut dire quoi? Elle fait un lissage. Elle va essayer de rendre les intensités des pixels similaires. Exemple. Par exemple, je considère cette direction. Vous avez là un premier pixel, là un deuxième et là un troisième. D'accord? Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Eh bien, l'équation de la chaleur, quand elle fait un lissage, elle va essayer de rendre les pixels 1, 2, 3 similaires. Similaires, ça veut dire que les intensités sont proches. Alors qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que si on essaie de rendre U1, plutôt le pixel 1 avec le pixel 3, si on essaie de rendre leurs intensités similaires, on va rendre les images floues. Enfin, l'image floue. Le premier pixel appartient à une première région et le deuxième pixel appartient à une deuxième région. Les deux régions sont différentes et il est tout à fait normal que leurs intensités soient différentes.
Et il faut, quand on fait un lissage, essayer de garder la différence entre les intensités des régions pour que l'image soit nette. Par contre, si je suis dans une même région, si je prends ça, premier pixel, deuxième, troisième, là, je suis dans une même région, un premier pixel, un deuxième, un troisième. Là, il faudrait faire le lissage. Pourquoi? Parce que les pixels appartiennent à la même région. Et donc, évidemment, ou bien on peut voir l'équation de la chaleur comme ayant un effet négatif qui est le lissage le long des bords et un autre effet positif qui est le lissage sur la normale. D'accord? Donc ça, c'est un effet négatif, le lissage le long des bords, et ça, c'est un effet positif, le lissage d'une manière tangentielle au bord. Et bon, l'idée, c'est tout simplement de dire, quand il y a un effet négatif, il suffit de le supprimer dans l'équation. Et donc, pourquoi ne pas prendre l'équation de la chaleur et supprimer ce terme-là? Et ben, on peut montrer que c'est exactement, si on fait ça, on obtient exactement mean curvature flow ou mean curvature motion equation. D'accord? Voilà. Donc, on a cette équivalence. Alors, essayez de montrer ça aussi à tes exercices. C'est pas trop compliqué, hein, c'est juste des changements de variables, des calculs. Donc, l'interprétation géométrique de l'équation du mouvement par courbure moyenne, c'est celle-là. C'est une diffusion d'une manière tangentielle au contour. D'accord? Alors, on peut prendre aussi les lignes du niveau, hein, comme on a dit tout à l'heure que l'image, elle peut être représentée par un ensemble de lignes de niveau, et que quand on applique un traitement sur l'image, on obtient un traitement sur les courbes qui forment ou bien qui constituent l'ensemble des courbes de niveau. Donc, on peut faire un traitement sur l'image et observer l'évolution des courbes de niveau. Si je prends une courbe particulière, alors cette courbe particulière, on peut montrer que l'effet de cette équation sur l'image, c'est exactement cet effet sur la courbe. C'est-à-dire quand on fait un traitement d'image, cette courbe de niveau, elle va bouger, elle va évoluer suivant cette équation. Alors, la courbe, elle est représentée par la fonction C. Vous savez, c'est une courbe paramétrée. Donc, ça peut être une courbe paramétrée, c'est une application de l'intervalle I. Ben, je peux considérer 0,1 sans nuire à la généralité. Donc, R2. La courbe, bon, la variable CP. Et comme la courbe, elle évolue au cours du temps, je rajoute le paramètre T. Et vous pouvez voir ça comme la courbe en discret. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Vous pouvez voir ça comme un ensemble de points. C'est-à-dire que c'est en discret, vous prenez 0, vous prenez une discrétisation. 0, 0, 1, 0, 2, jusqu'à 1. Donc ça donne un certain ensemble de points. Par exemple, ici, pour 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5, d'accord, ainsi de suite, jusqu'au 10e pixel. L'évolution de la courbe, c'est l'évolution de chaque point de la courbe. C'est comme si vous avez un ensemble de points de contrôle, et quand je modifie la position, vous avez par exemple cette courbe-là, d'accord? Et vous avez ce point-là, un point de contrôle. Si je prends ce point et je le mets ici, eh bien la courbe, elle va changer, d'accord? Elle va avoir cette forme-là. D'accord? C'est-à-dire que quand je fais bouger un point de la courbe, elle va évoluer. Voilà. Et donc, l'équation par mouvement par courbe moyenne, ça donne une autre équation pour les courbes, et l'équation, c'est une équation très similaire, c'est d sur dt, donc la dérivée partielle de c, c'est la dérivée spatiale, la dérivée seconde par rapport à l'abscisse curviligne de c. D'accord? Voici un exemple de ce qu'on obtient. Ça, c'est la courbe initiale. Et maintenant, on va oublier l'image et on va se concentrer sur les courbes. Quand j'applique cette équation de mouvement par courbe moyenne qui donne en fait
D sur dt de C, donc la variation de la position d'un point, c'est la dérivée seconde par rapport à l'abscisse curviligne. Et j'applique cette équation sur cette courbe-là. Voici ce qu'on obtient, ou bien voici l'évolution de cette courbe au cours du temps. Donc, cette courbe, elle va évoluer d'une manière à ce que l'objet représenté par la courbe soit un objet convexe. Et si je continue, eh ben, même cet objet, il va évoluer jusqu'à arriver à un point. D'accord? Alors pourquoi? Parce que si je reviens à cette figure, donc ça, donc d sur dt de cpt égale kappa, qui est la courbure, fois k de t. K de t, c'est le vecteur normal dirigé dans le sens de la courbure, et donc multiplié par la courbure. Alors, si je prends par exemple cette courbe-là, alors, et je vais comparer ce premier point, ça c'est le premier, hein, le premier point, ça c'est le deuxième point, par exemple, ça c'est le troisième point. Si je compare ces points-là en termes de courbure, eh bien la courbure du premier, elle est plus grande que la courbure du deuxième, parce qu'on a comment dirais-je, c'est comme si vous avez un conducteur et qui va dans un virage, d'accord? Il y a un virage qui est plus, comment dire, important que d'autres. Et donc, là, vous avez la courbure en ce point, elle est plus grande que la courbure en ce point, et cette deuxième courbure, elle est plus grande que la troisième. Et comme l'évolution, ben, vous pouvez toujours voir l'évolution comme l'action d'une force. Hein. Donc la force qui agit sur ce point, elle est définie en termes de la courbure. Donc cette force-là, elle est plus grande que celle-là, et celle-là est pratiquement nulle. Et donc la courbe ici, pratiquement, elle ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que la force est faible. Pourquoi la force est faible? Parce que la force, c'est la courbure, et la courbure est faible. Celle-là, elle va bouger, et celle-là, ces points-là, il va bouger de manière plus importante. Alors pareil ici, les points qui vont bouger en premier, c'est ce point-là, ces points qui ont une forte courbure, qui vont aller dans la direction de la courbure et en fonction de la courbure. Et quand on arrive bon, même ici, il y a ces points-là qui vont bouger. Et quand on arrive à un cercle, tous les points possèdent la même courbure, et donc la force qui va agir sur tous les points est la même, et donc on aura un mouvement, comment dire, uniforme de ce cercle-là, qui va se rétrécir jusqu'à converger vers un point. Et bien sûr, quand on fait un traitement d'image, on fait un traitement, enfin on fait des itérations, il faudrait savoir s'arrêter. Donc il faudrait toujours, quand on définit un algorithme de traitement d'image, définir un critère d'arrêt. Parce que si on n'arrête pas un bon moment, ça risque de donner n'importe quoi. On peut montrer que même si la courbe n'est pas simple, s'il y a des points d'intersection, c'est que ça pose pas de problème pour l'équation du mouvement par courbe moyenne, qui arrive à surmonter ce problème-là d'intersection, et ça évolue au cours du temps. D'accord? Voici un autre exemple de courbe. Et finalement, le résultat sur l'image. Ça, c'est l'image entrée, et ça, c'est l'image après traitement par équation de mouvement par courbe moyenne, MCM. Donc, on voit que l'image, elle est plus lisse par rapport à celle-là. Bah, surtout ici, vous voyez que c'est bon, l'effet de lissage de l'équation par mouvement par courbe moyenne. Enfin, pour moi, le résultat n'est pas très très bon parce que on voit un flou, d'accord, sur l'image. Même si ici, ça reste correctement préservé, mais là, on voit un effet de flou. Mais bon, c'est pas, comme j'ai dit la première fois, quand on a un modèle qui marche pas très très bien,
il faudrait l'analyser, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et essayer de l'améliorer. Voilà. Donc, on peut voir aussi l'effet sur les courbes. Donc, ça, c'est l'ensemble des courbes de niveau après traitement. Et ça, c'est l'ensemble des niveaux après traitement. Alors, il convient de rappeler que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends l'équation de mouvement par courbure moyenne sur dt égale donc curvature, divergence gradient de u divisé par la norme du gradient. Je suppose que la fonction est ici 2 et multiplié par la norme du gradient. D'accord? Et u de x0 égale u0 de x. U0 de x, c'est ça. Je fais un traitement, donc ça, la résolution de cette équation va donner une fonction u qui dépend de t. Je choisis un temps particulier, et donc ça, c'est u de x pour un certain temps, grand T, pour lequel on arrête les itérations en discret. Voilà. Donc ça, c'est la norme du gradient. En discret, on peut montrer que l'interprétation, ou bien en discret, le mouvement par courbure moyenne est équivalent dans un sens précis à l'application d'un filtre médian. Vous connaissez le filtre médian. Donc, quand vous avez une matrice, pour calculer la sortie ici, on ordonne les valeurs de la matrice 3, 3 qui sont 9 valeurs, et je prends la valeur médiane, et donc je remplace le 20 par 50. Voilà. Donc l'application de filtre médian plusieurs fois, de manière itérée, converge vers MCM. Et voici une comparaison entre le filtre mouvement par courbe moyenne, ça peut être conçu. On peut penser à cette équation comme l'équivalent continu du filtre médian. Voilà, tout simplement. Et vous savez très bien, vous connaissez la différence entre le filtre médian et le filtre gaussien sur des images bruitées. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette première partie, et donc ça va se couper de toute façon. Est-ce que vous avez des questions? Très bien, si on n'a pas de questions, on va s'arrêter pendant 5 minutes et on reprend après. Voilà.